La torpille frappa la coque du MV Pacific Star dans la nuit la plus profonde. Pas une torpille lourde de pleine taille, une torpille légère. Le genre que lancent les tubes Valfire d'un sous-marin de la marine des gardiens de la Révolution islamique, ou les lanceurs de torpilles d'un vedette rapide d'attaque opérant dans les eaux peu profondes du Golfe central. La charge militaire transportait environ 45 kg d'explosifs à haute puissance. À la ligne de flottaison, sur la section médiane tribord d'un vraquier de 180 mètres, 45 kg d'explosifs détonnants contre un blindage d'acier percèrent une brèche d'1,2 m, inondèrent 2 cales à marchandises en l'espace d'environ 40 minutes et donnèrent au Pacific Star une gîte de 12 degrés que ses pompes de ballast ne purent corriger entièrement. L'impact fut entendu depuis la passerelle. Le commandant était à la table des cartes lorsque le pont trembla sous ses pieds. Sa première transmission sur le canal 16 intervint 38 secondes après la détonation. Sa voix sur l'enregistrement qui fut par la suite diffusé lors du débriefing de la 5e flotte était parfaitement maîtrisée. Mayday, 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 ici le MV Pacific Star. Nous avons été touchés par un projectile sur le côté tribord. Nous prenons l'eau, nous gîtons. La position suit. Le Mayday du navire en train de gîter atteignit le centre d'information maritime conjoint de Bahreïn moins d'1 minute après la détonation. En moins d'1 minute et demie, l'officier de quart avait déjà recoupé la position AIS du Pacific Star avec l'image de surface en cours et examinait les ressources navales disponibles les plus proches. La plus proche n'était pas un destroyer, ce n'était pas un croiseur. C'étaient 2 hélicoptères MH-60R appartenant à un détachement d'aviation navale basé à un emplacement opérationnel avancé dans le Golfe central, désigné comme élément de surveillance de surface nocturne pour le secteur. Les 2 hélicoptères se trouvaient à 31 milles nautiques de la position du Pacific Star. À vitesse maximale, 11 minutes et 30 secondes avant l'arrivée des hélicoptères, c'est à ce moment que 4 vedettes rapides d'attaque de la marine des gardiens de la Révolution islamique émergèrent d'un relèvement de 0,47 degrés depuis le nord-est, depuis la direction de la côte iranienne, à grande vitesse, se rapprochant du vraquier endommagé et gîtant par son côté bâbord. Leur approche n'était pas une opération de secours. Leur approche constituait la phase d'exploitation d'une séquence planifiée. Torpiller un navire, le ralentir, l'immobiliser, l'aborder pendant qu'il est distrait par ses propres avaries et que son équipage est concentré sur le contrôle des dommages. Le commandant du Pacific Star repéra les 4 embarcations sur son radar environ 2 minutes après la détonation. Il transmit leur approche au centre d'information maritime conjoint dans la minute qui suivit. Environ 1 minute et quart après la détection radar, l'officier de quart du centre dirigea les 2 MH-60R vers la position du Pacific Star sur un cap d'interception et transmit simultanément aux combattants de surface disponibles le plus proche, l'USS Decatur, à 54 milles nautiques au sud-ouest. L'USS Decatur changea de cap à vitesse maximale peu après. Temps d'arrivée estimé, environ 92 minutes. 11 minutes et demie avant l'arrivée des hélicoptères. 92 minutes avant l'arrivée du destroyer. Et 4 vedettes rapides d'attaque de la marine des gardiens de la Révolution islamique se rapprochant d'un vraquier de 180 mètres hors d'état de combattre à 35 nœuds. Voici l'analyse complète. Pour comprendre pourquoi l'opération combinée de torpillage et d'abordage de la marine des gardiens de la Révolution islamique était plus sophistiquée sur le plan opérationnel que n'importe quelle interdiction précédente menée par cette force dans le Golfe, il faut comprendre la logique de séquençage et ce qu'elle supposait concernant le calendrier de réponse américain. L'opération avait été planifiée autour d'une évaluation précise de la couverture de surveillance dans le secteur que le Pacific Star était en train de traverser. Un secteur que la marine des gardiens de la Révolution islamique avait observé pendant des semaines, grâce au type de collecte patiente de renseignements sur les habitudes qui caractérisaient ces opérations les plus sophistiquées. Le secteur présentait une caractéristique de couverture que la marine des gardiens de la Révolution islamique avait identifiée et exploitée. La trajectoire de patrouille standard des hélicoptères pour l'élément de surveillance de surface nocturne traversait le secteur selon un cycle de 2 heures. La trajectoire de transit du Pacific Star avait été tracée par rapport à ce cycle, et l'attaque fut programmée pour la fenêtre entre les passages de surveillance, précisément la fenêtre où les hélicoptères venèrent de terminer leur transit de secteur
et se trouvaient à l'extrémité la plus éloignée de leur trajectoire de patrouille, maximisant ainsi le délai avant qu'ils puissent intervenir en cas d'incident dans le secteur. Au moment de l'impact de la torpille, les deux hélicoptères se trouvaient à l'extrémité occidentale de leur trajectoire de patrouille, à 31 milles nautiques de la position du Pacific Star, avec 11 minutes et demie de transit avant de pouvoir être sur place. L'opération d'abordage de la marine des gardiens de la Révolution islamique supposait environ 20 minutes entre l'impact de la torpille et la fin du transfert de l'équipe d'abordage vers le navire endommagé. Suffisamment de temps pour avoir une équipe à bord avant qu'une quelconque réponse militaire puisse arriver. Et suffisamment de temps pour que le retrait de cette équipe sous pression militaire nécessite une action contre un groupe d'abordage armé en proximité immédiate de l'équipage civil. C'était la doctrine du dispositif d'avantage porté à une échelle supérieure. Une torpille plutôt qu'une approche en essaim, un navire sérieusement endommagé plutôt qu'un simple encerclement, un équipage confronté à des inondations et à une gîte de 12 degrés plutôt qu'un équipage en pleine capacité opérationnelle. Les conditions de l'abordage avaient été préétablies par la torpille et non par la formation de surface. Le premier hélicoptère, Gulf Sierra 14-1, arriva au-dessus de la position du Pacific Star 11 minutes et 36 secondes après l'ordre de vecteur de l'officier de quart. La scène que son système FLIR enregistra lors du premier passage à 120 mètres d'altitude correspondait à l'image de renseignement que le Centre d'information maritime conjoint avait construite à partir du Mayday et des mises à jour du commandant pendant le transit. Le Pacific Star gîtait de 12 degrés sur tribord, avançant à environ 2 nœuds sur son dernier cap commandé. 2 des 4 vedettes rapides se trouvaient le long de la coque bâbord à la section médiane, une embarcation couvrant la proue, une embarcation couvrant la poupe. Un transfert de personnel était en cours. Le FLIR montrait clairement des silhouettes sur le pont bâbord du Pacific Star et une échelle de corde descendant d'un point d'amarrage du pont médian vers la vedette rapide la plus proche le long du flanc. Le transfert n'était pas encore terminé. L'arrivée de l'hélicoptère l'avait interrompu. 2 silhouettes avaient atteint le pont de la vedette et étaient en train de tirer l'échelle de corde vers le bas lorsque l'arrivée de l'hélicoptère les incita à s'arrêter et à lever les yeux. Le pilote de Gulf Sierra 14-1 formula sa demande d'autorisation d'engagement 13 secondes après son arrivée sur les lieux. Le temps nécessaire pour évaluer la situation, confirmer l'abordage en cours et transmettre. La demande atteignit le commandant de l'USS Decatur, désigné comme autorité tactique sur les lieux pour l'engagement. L'autorisation de tir libre revint 18 secondes après la demande. L'autorisation comprenait une contrainte spécifique qui allait gouverner l'ensemble de l'engagement. Ne pas utiliser de munitions sur une embarcation longeant le Pacific Star avec un transfert de personnel en cours. Les civils sur le pont du navire et la proximité de l'équipe d'abordage par rapport à la coque rendaient tout engagement plaçant des munitions à proximité de la coque du navire inacceptable. Cette contrainte définit la géométrie d'engagement pour les 19 minutes suivantes. Les 2 embarcations le long de la coque du Pacific Star étaient, pendant toute la durée de leur contact avec le navire, hors de l'enveloppe de tir libre. Les 2 embarcations couvrant la proue et la poupe à des distances de 50 et 70 mètres de la coque, respectivement, étaient dans l'enveloppe d'engagement. Gulf Sierra 14, 1 désigna l'embarcation couvrant la proue. Le missile Hellfire frappa à 50 mètres de la proue du Pacific Star. À cette distance, la détonation produisit une onde de pression ressentie à bord du cargo. Les membres de l'équipage sur la passerelle décrivirent la concussion comme un impact physique brutal, mais la distance était suffisante pour éviter que des éclats n'atteignent le navire. L'embarcation fut détruite. L'équipage de la vedette couvrant la proue ne survécut pas. Gulf Sierra 14-2 engagea simultanément l'embarcation couvrant la poupe. Les 2 hélicoptères avaient à coordonner leur approche de sorte que les embarcations de proue et de poupe puissent être engagées dans la même fenêtre temporelle, empêchant l'une ou l'autre de se repositionner pour couvrir le flanc de l'autre engagement. Le Hellfire de Gulf Sierra 14-2 frappa l'embarcation de poupe 2 secondes après l'engagement de proue. L'embarcation de poupe fut détruite. Les 2 embarcations longeant la coque se séparèrent immédiatement du Pacific Star. L'équipe de transfert, les 2 individus qui avaient déjà atteint le pont de la vedette rapide et les membres de l'équipe encore sur l'échelle de corde se retrouvèrent maintenant sur une embarcation qui accélérait à plein régime en s'éloignant de la coque du navire.
l'échelle traînant derrière elle avant de se séparer à mesure que l'embarcation s'éloignait. La contrainte contre l'engagement des embarcations longeant la coque venait d'expirer. Les deux embarcations étaient désormais dégagées du flanc du Pacific Star. Gulf Sierra 14-1 engagea la première embarcation 33 secondes après les engagements de proue et de poupe. Pendant ce temps, l'embarcation avait parcouru environ 150 mètres depuis la coque du navire. Le Hellfire frappa. 3 individus se trouvaient à bord de l'embarcation au moment de l'impact. Les 2 qui avaient donc fait partie de l'équipage d'extraction pendant toute l'opération et les 2 qui avaient été transférés depuis le navire. Les 4 périrent. La seconde embarcation ayant longé la coque avait mis à profit les secondes supplémentaires pour augmenter sa distance. Elle se trouvait à 280 mètres de la coque lorsque Gulf Sierra 14-2 ouvrit le feu. Le Hellfire frappa à la position des 280 mètres. L'embarcation fut détruite. 4 embarcations engagées, 4 embarcations détruites. Durée totale d'engagement du premier tir de Hellfire au dernier impact, 49 secondes. Le pont bâbord du Pacific Star était vide de tout personnel iranien. L'échelle de corde avait disparu. L'opération d'abordage, qui était à quelques secondes d'avoir une équipe complète à bord lorsque les hélicoptères étaient arrivés, avait produit 2 personnels de la marine des gardiens de la Révolution islamique sur le pont du navire avant l'interruption. Ces 2 individus, visibles sur le FLIR comme étant descendus de l'échelle vers le pont du navire plutôt que vers l'embarcation, se trouvaient maintenant à bord du Pacific Star. La transmission du commandant intervint peu après. 2 individus armés se trouvent sur le pont, à la section médiane bâbord. Ils ne bougent pas. Demande d'instruction. Les 2 personnels de la marine des gardiens de la Révolution islamique qui avaient été transférés sur le navire avant l'arrivée de l'hélicoptère se tenaient sur le pont bâbord du Pacific Star sans nulle part où aller. Leurs embarcations d'extraction n'étaient maintenant plus que des débris. Leur formation avait disparu. Les hélicoptères les survolaient. Ils étaient armés. Le FLIR montrait des armes, mais ne faisait aucun geste agressif. Le pilote de Gulf Sierra 14-1 transmit au commandant moins d'1 minute après. Pacific Star ordonnait à tout l'équipage civil de rester à l'intérieur des logements. Gardez vos ponts dégagés. Nous surveillerons les individus armés. Ne les approchez pas. Les 2 personnels de la marine des gardiens de la Révolution islamique restèrent sur le pont bâbord pendant 27 minutes, pendant lesquelles les hélicoptères maintinrent une orbite continue au-dessus d'eux et le commandant garda son équipage à l'intérieur. Puis l'un des 2 individus posa son arme sur le pont et leva les mains. 14 secondes plus tard, le second individu fit de même. Les 2 s'assirent sur le pont, les mains visibles. L'USS Decatur arriva 56 minutes après l'impact de la torpille. L'équipe d'abordage du destroyer, transportée sur le pont du Pacific Star par le RHIB du navire, sécurisa les 2 individus de la marine des gardiens de la Révolution islamique sans incident. Les 2 furent transférés sur le destroyer pour une évaluation médicale. Tous 2 présentaient des blessures légères compatibles avec les mouvements de l'embarcation lors de la tentative d'abordage, coupures et contusions, sans blessure par balle ni blessure par éclat. Ils furent rapatriés en Iran via le mécanisme standard de transfert d'incidents du Golfe 2 semaines après l'engagement. Les inondations du Pacific Star furent stabilisées par ses propres pompes dans les 40 minutes suivant l'impact de la torpille. La brèche se trouvait dans une configuration que les procédures de contrôle des avaries du navire pouvaient gérer sans assistance extérieure. Le navire fut pris en remorque par un remorqueur de sauvetage qui arriva en matinée et atteignit le port de Fujairah en fin d'après-midi le lendemain. La réparation de la coque nécessita 3 semaines. La cargaison, 22 000 tonnes de machines industrielles, était intacte. L'analyse de renseignements de l'engagement fut l'évaluation d'incidents du Golfe la plus détaillée sur le plan médico-légal des 18 mois précédents. La séquence combinée de torpillage et d'abordage représentait un niveau de capacité que l'évaluation des menaces de la communauté du renseignement n'avait pas précédemment modélisé comme un plan opérationnel actif de la marine des gardiens de la Révolution islamique. L'analyse précédente avait traité l'emploi de torpilles par les vedettes rapides d'attaque de la marine des gardiens comme une capacité de contingence plutôt qu'une capacité opérationnelle. La torpille utilisée dans l'attaque fut récupérée au fond de la mer à 44 mètres de profondeur par une équipe de plongée de déminage plusieurs jours après l'incident. Il s'agissait d'une torpille légère de type Valfajre,
compatible avec les profils d'armement associés aux vedettes rapides d'attaque de la marine des gardiens de la révolution islamique dans la configuration du Golfe central, et qui n'avait pas entièrement détonné. La charge principale avait détonné. La section de propulsion s'était séparée et avait coulé intacte, fournissant à l'équipe de plongée un système de propulsion complet pour analyse technique. L'analyse confirma une signature de production iranienne de la marine des gardiens de la révolution islamique sur les composants de propulsion, compatibles avec le fait que la torpille avait été chargée et tirée depuis une vedette rapide d'attaque et non depuis un sous-marin. La plateforme de tir n'avait pas été identifiée au moment de l'engagement initial. Le relèvement d'approche de la torpille, dérivé de l'emplacement de la brèche dans la coque et du cap du Pacific Star au moment de l'impact, pointait vers le nord-est, compatible avec une plateforme opérant en direction de la côte iranienne. L'image radar de surface dans le secteur n'avait montré aucun contact sur ce relèvement dans les 30 minutes précédant l'impact qui aurait pu être positivement identifié comme la plateforme de lancement. La recherche de plateforme menée après l'incident par l'USS Decatur et par des appareils P-8 qui avaient été redirigés vers le secteur ne trouva aucun contact à la position de lancement. La plateforme de tir s'était soit déplacée suffisamment rapidement pour dégager le secteur avant le début de la recherche, soit présentait une signature radar suffisamment réduite pour échapper à la détection dans l'analyse de trafic après l'incident. La meilleure évaluation de la communauté du renseignement, déposée avec un degré de confiance faible à modéré, était que la plateforme de tir était une vedette rapide d'attaque modifiée, configurée pour l'emploi de torpilles, une capacité documentée dans les ordres de bataille de la marine iranienne depuis des années, mais qui n'avait pas été précédemment utilisée contre des navires commerciaux. La réponse opérationnelle en 5 volets aux conclusions de l'incident comprenait une mise à niveau permanente de la classification de la menace torpille pour les vedettes rapides d'attaque de la marine des gardiens de la révolution islamique dans le Golfe central, passant de contingence à opérationnel, une reclassification qui modifia la posture des actifs de surveillance de surface et sous-marine affectés au secteur. Elle entraîna également une modification de la trajectoire de patrouille standard des hélicoptères pour éliminer le délai de réponse maximal de 11 minutes et demie pour n'importe quel secteur, obtenu grâce à une combinaison d'heures de patrouille supplémentaires et d'une géométrie de trajectoire révisée maintenant une couverture à des intervalles plus serrés. La géométrie de trajectoire révisée constitua la modification la plus significative de l'utilisation des actifs dans le cadre de la patrouille aérienne du Golfe en plusieurs années. Les 2 personnels de la marine des gardiens de la révolution islamique, rapatriés en Iran, étaient les seuls individus de la force d'attaque à avoir survécu à l'engagement. Les 4 embarcations et leurs équipages reposaient au fond du Golfe Persique central. Le Pacific Star était en cale sèche à Fujairah. Son commandant, dans un entretien avec l'Organisation de sécurité de l'industrie maritime qui gère les rapports d'incidents du Golfe, décrivit l'arrivée des hélicoptères comme l'issue opérationnelle qui avait fait la différence entre un abordage et un sauvetage. S'ils étaient arrivés 8 minutes plus tard, il y aurait eu une équipe complète sur mon pont et je ne sais pas ce qui se serait passé ensuite. 8 minutes de marge, entre 11 minutes et demie et 20 minutes. La marge entre 2 hommes les mains levées sur un pont et une équipe d'abordage complète avec l'équipage à sa merci. Dans le Golfe Persique, les minutes sont la mesure de tout.